Alors, je m'appelle Françoise Citerne, c'est mon nom de femme, mais avant, je m'appelais Françoise Mirski. C'est un nom qui vient d'ailleurs. Comme toutes mes deux familles, nous venons. Enfin, je suis née en France, je suis française. Je voudrais vous expliquer pourquoi j'interviens dans les classes avec mes amis, parce que j'ai décidé de faire partie d'une association qui a pour but de pérenniser le souvenir de la déportation. Parce que ce qui s'est passé en 39-45 est tellement épouvantable, est tellement digne d'intérêt, il ne faut pas l'oublier, il faut pas que les générations futures ignorent ce qui s'est passé. Parce que quand on ignore ce qui se passe, quand on ignore son passé, on ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver. Une espèce de répétition, et c'est ça ma crainte, et c'est ça notre crainte, et qui nous fait réagir. Je vous parle de déportés parce que mon père a été déporté, et mon grand-père aussi, à deux titres. Parce qu'il existait deux sortes de déportation. La déportation pour cause, disons, raciale, c'est le cas de mon grand-père qui a été déporté parce que juif. Et mon père, bien que juif, n'a pas été arrêté pour ça. Il a été arrêté parce que c'est un militant communiste. Et nous vivions en 1939, le parti communiste était interdit, et les syndicats aussi. Pétain avait mis en place en 1939 des lois anti-juives. Voilà ce qui me fait bouger et qui me fait parler, et parce que je veux raconter aux élèves ce qui est arrivé à mon père et à mon grand-père. Alors je voudrais d'abord parler de mon père. On réprimait à cette époque-là les gens pour leurs idées. Ils étaient jugés non conformes aux idées de l'époque, de celles du gouvernement de Pétain, et donc jugés comme étant susceptibles de nuire. Et par conséquent, il y a eu cette répression ciblée sur les milieux communistes, gaullistes, socialistes et syndicalistes. Mon père et ma mère étaient des militants sportifs, mais se sont connus comme ça, se sont mariés ensemble en 1936, en plein Front populaire. Et je suis née en fin 1937. Mon père a été mobilisé en 1939 à la déclaration de la guerre. Et il a fait son devoir militaire en Afrique du Nord, toute l'Afrique du Nord, il était là. Et il a été démobilisé à l'armistice et s'est retrouvé reprendre son travail. Il était prothésiste dentaire. Il n'a pas pu travailler très longtemps, puisqu'en octobre 1940, il a été arrêté par deux flics français. Et c'est mon premier souvenir d'enfance. J'avais 34 mois à cette époque-là. Et pourtant, je me souviens comme d'un vieux film, deux morceaux de vieux film. Mon père, on était à la fenêtre de notre petit appartement à Belleville. Mon père est dans la cour. On est accoudés à la fenêtre. Mon père se retourne, nous fait un geste. Je revois nettement ces deux flics, sa chevelure noire. Et puis le deuxième souvenir, c'est on est assises, maman et moi, sur le lit des faits, et puis on pleure toutes les deux. Voilà, mon premier souvenir d'enfance. Et ça, c'est marquant. Papa a donc été arrêté, jugé par des Français,
qui ont jugé qu'il était indigne de rester français. Il a été déclaré apatride et on l'a interné dans des camps en France. Il a été interné à Aincourt, à Vauves et ensuite à Compiègne, d'où il est parti en Allemagne du Nord. Compiègne, c'était la plaque tournante de ce genre d'arrestation. Tous les politiques pratiquement sont passés par là. Et il est resté en France jusqu'en mai 1944. Donc il a été interné de 40 à 44 en France, papa. Ensuite, il est parti de Compiègne dans un train où on entassait les déportés, quels qu'ils soient, hein, dans des wagons destinés aux bestiaux, avec juste de quoi faire ses besoins dans une espèce de gamelle, quoi, rien à boire, rien à manger. Et ce voyage s'est terminé pour lui en Allemagne du Nord, à côté de Hambourg, au camp de concentration de Neuengamme. C'est un grand camp qui avait 96 commandos dépendants de ce camp. Mon père est resté, lui, dans le camp principal parce qu'il était intéressant pour les SS, il avait un métier intéressant et ils l'ont utilisé pour se faire soigner, grosso modo. Il n'était pas dentiste, mais quand même il s'y connaissait un peu. Il leur a fait des appareils, des fausses dents. Et le camp a été... Donc il a fait ce travail-là pendant tout le temps où il est resté à Neuengamme. Et le camp a été complètement vidé, évacué en fin avril 1945. On a donné l'ordre, Himmler, qui dirigeait tous les camps de déportation, a donné l'ordre d'évacuer. Donc, je ne sais pas par quel moyen, parce qu'on a parlé des marches de la mort, je n'ai pas su exactement comment il s'est retrouvé en baie de Lübeck, c'est-à-dire encore plus au nord. Il y a une ville, Lübeck, allemande, et il y avait 3 grands navires qui mouillaient dans cette baie de Lübeck: le Cap Arcona, le Tilbeck et l'Athènes. Mais dans ces 3 navires, on a entassé des déportés. Des milliers de déportés dans les soutes, dans des conditions épouvantables. Et pendant ce temps-là, c'était vraiment la fin en avril 1945, on arrivait presque à la fin de la guerre. Et cette partie de l'Allemagne du Nord était contrôlée par l'armée britannique. Et l'armée a donné l'ordre à l'aviation britannique de couler les navires de guerre. Ces navires étaient considérés comme navires de guerre. Le Cap Arcona, où se trouvait mon père, lui est resté couché sur le flanc pendant des années dans la baie de Lübeck. Ce jour-là, le 3 mai 1945, il y a eu 7000 morts. 7000 morts qui ont répandu leur sang dans la mer, sur les plages. Il y a eu des corps qui ont pu être identifiés grâce au numéro de matricule que certains portaient sur leurs vêtements. Le corps de mon père n'a pas été identifié. Je sais que ses restes reposent dans une ou dans des... Je ne sais pas, imaginez un navire qui est mitraillé. Les corps qui restent ont été entassés dans des fosses communes. Je me suis rendu au camp de Neuengamme, j'ai visité le camp, ce qu'il en reste, et j'ai visité les diverses fosses communes, mais c'est pas pareil que quand on s'incline dans un cimetière au-dessus d'une tombe où on sait que les restes de celui ou de celle qu'on aime se trouvent là. Une des sœurs de maman voulait se marier, elle avait trouvé quelqu'un qui lui plaisait, toujours dans les milieux sportifs, hein. Mais mon oncle futur s'appelait Leclerc,
Et il n'était pas juif. Donc ma tante devenait Madame Leclerc. Et pour se marier, elle avait demandé pour témoin mon père, en espérant qu'il ait une permission. Il se trouvait à Vauvre à ce moment-là. Une permission pour venir assister au mariage. Cette permission n'a pas été accordée, mais il y a eu une visite exceptionnelle d'accordée, parce qu'on avait le droit de quelques visites dans l'année. Et ce jour-là, nous étions derrière des grilles, des espèces de grilles pour garder les poules, vous voyez, c'est pas des grands barreaux, derrière des grilles, et il y avait un passage, dans ce passage, il y avait un garde mobile qui circulait, et de l'autre côté se trouvait mon père, lui aussi derrière des grilles, mais ils avaient aménagé une espèce de porte, donc mon père a pu venir vers nous parce que le garde mobile a accepté qu'il s'approche et qu'on ne reste pas à se parler comme ça. Donc mon père s'est approché et on a pu se toucher. C'est mon souvenir, mon dernier souvenir. Nos doigts accrochés dans la grille. Voilà. Voilà mon dernier souvenir de mon père. Maintenant, je voudrais vous parler de mon grand-père. Mon grand-père, lui, était tailleur, un tailleur un très bon tailleur, puisqu'il travaillait pour une grande maison. Et mon grand-père a quand même pensé que, comme nous étions en zone nord, et que la zone nord était directement contrôlée par les nazis, donc mon grand-père a décidé d'essayer de passer la ligne qui séparait la zone nord de la zone sud, qui était directement contrôlée et par les Allemands, mais dirigée par Pétain. Donc mon grand-père pensait que la vie serait plus facile quand même du côté français, donc il a voulu franchir la ligne de démarcation et il s'est fait arrêter. Il s'est fait prendre et il s'est retrouvé arrêté à Pithiviers et ensuite à Drancy. Mon grand-père donc a été arrêté en 1942 et il est resté jusqu'en mars 1943 à Drancy, jour de son départ dans le convoi 53. Donc ce train est parti dans des conditions épouvantables, comme tous les départs de déportés dans des wagons à bestiaux, mais son voyage à lui a été beaucoup plus long, puisque son voyage s'est terminé en Pologne. Et à Sobibor, il n'y avait pas de chambre à gaz comme à Auschwitz. C'était une pièce calfeutrée, et dans cette pièce calfeutrée, on expédiait les gaz d'échappement de tanks qui fonctionnaient. Il n'y avait pas de four crématoire, c'était des grandes fosses creusées dans la terre, au-dessus desquelles on avait mis des espèces de grilles, et les corps des morts étaient entassés là, étaient arrosés d'essence et brûlaient jour et nuit. Voilà le sort qui a été celui de mon grand-père. Le camp de Sobibor a fonctionné un peu plus d'1 an, parce qu'on a arrêté son fonctionnement, parce qu'il y a eu un soulèvement, des évasions. Le camp de Sobibor, tout en ayant fonctionné peu de temps, a quand même a quand même réussi à éliminer 250 000 personnes. Mon grand-père avait 54 ans quand il est mort. J'ai oublié de vous dire que mon père, lui, est mort à 35 ans. Je voudrais vous parler d'une chose que j'ai su, parce que j'ai fait la connaissance du camarade de mon père, qui travaillait avec lui dans le camp de Neuengamme, qui lui est revenu et qui a pu me raconter tout ça. Il s'occupait des prothèses, des fausses dents, etc. Et puis de temps en temps, on leur apportait une boîte, et dans cette boîte, il y avait des dents.
des dents en or. Lesquelles dents provenaient des morts du camp de Nguyễn Nham, du camp et puis des commandos alentour. Mais ça, cette chose-là, s'est passé dans tous les camps de l'Allemagne, du Grand Reich, comme il disait. Hein. Systématiquement, on ouvrait les bouches des morts et on regardait s'il y avait des dents qu'on pouvait récupérer. Et ces dents étaient ensuite... Donc mon père et son camarade avaient pour tâche de fondre ces dents en or, de les transformer en lingots. Ces lingots étaient expédiés à Berlin, et de Berlin partaient en Suisse, laquelle Suisse, bien que pays neutre, a accepté, en contrepartie de ces torts maudits, de financer l'effort de guerre nazi, en partie. Les armes, les vêtements, l'entretien des soldats, etc. Dans tous les camps, c'était pareil. On récupérait tout. C'était des êtres abjects, mais abjects jusqu'au bout. Tout ça a été récupéré et trié, jusqu'y compris les cheveux des femmes. Parce qu'on les transformait en une espèce de moquette. C'est un isolant formidable que la chevelure. Et j'ai vu à Auschwitz des rouleaux entiers qui n'avaient pas pu partir. Tout était source de profit pour eux, en dehors de l'idéologie épouvantable.